On sait beaucoup de choses concernant ces enfants. Il y a une bonne trentaine, quarantaine de recherches sur la spécificité des enfants en violence dans les couples à la différence des enfants en conflit dans les couples. Et une des choses qu'on voit dans ces recherches, c'est qu'on est face aux enfants qui vont être socialisés dans un système de prise de décision autocratique ou autoritaire. Donc, quand on parle de terrorisme intime, on est sur un système de prise de décision, comme en sciences politiques, autoritaire, autocratique, très différent du contexte de conflit dans les couples, qui est basé sur un système démocratique des prises de décision conjointes et négociations autour de la prise de décision. Et là, on sait que la majorité des enfants sont témoins oculaires auditifs de la violence dans les couples. 80% des enfants seront témoins auditifs ou oculaires. Et je pourrais vous dire que les 20% des enfants restants naviguent dans les dynamiques psychologiques qui sont présentes à la maison. Et ainsi, pour l'enfant, ce n'est pas une scoop qu'il y a la violence. Et je sais que parfois, les collègues sociaux, les collègues psy, ont une crainte d'évoquer la violence avec les enfants, comme si on va leur faire penser et on va les traumatiser. La difficulté, c'est que si vous ne mettez pas les mots dessus, vous laissez l'enfant seul, avec des images et des vécus qui sont terrifiantes. Ici, dans ce dessin-là, vous avez une petite fille d'environ 6 ans qui montre une scène de violence au moment que sa mère va dire à son père qu'elle le quitte. Il y a un étranglement tout en haut de la page. Vous devrez voir une petite chose jaune. Après, elle voit sa mère courir par les escaliers. Le père la jette par terre et lui met des coups de pied. Après, la mère essaie de se relever de nouveau. Le père encore l'attrape, la jette par terre. Finalement, cette dame va fuir par la fenêtre de la salle de bain. Ce n'est pas un scoop pour elle qu'il y a la violence à la maison. Donc, si vous ne parlez pas de ça, si vous ne dites pas comment ça se passe, tu sais ce qui fait cet parent, l'autre parent, il n'a pas les droits, ça s'appelle la violence. Si vous ne le faites pas, vous cautionnez par votre silence et vous laissez l'enfant complètement seul dans une situation qui est terrifiante et traumatisante. On sait aussi que 75% des violences, des passages à l'acte de violence, sont liés en question parentale et non conjugale. Et c'est tout à fait logique quand on pense comment la violence dans les couples fonctionne. On va voir dans la recherche que les auteurs ont plusieurs difficultés, des points de vue, des traits de la personnalité. Ils ont tendance à être des personnes qui ont une forte trait de fusionnalité. Sont des personnes qui ont une tendance à avoir un fort trait d'égocentrisme. Donc, les mondes tournent autour de moi, mes envies, mes besoins. J'ai du mal à imaginer des besoins chez autrui. Donc, j'ai du mal aussi à imaginer des besoins spécifiques à mon enfant qui sont prioritaires par rapport aux miennes. Ça ne vient pas automatiquement dans ma tête. C'est des personnes qui ont besoin plus élevés de maîtrise et contrôle, surtout sur l'autonomisation, la différenciation d'autrui. Et ont une locus du contrôle externe, c'est-à-dire ont beaucoup du mal à se remettre en question ou prendre la responsabilité pour leurs actes. C'est la faute d'autrui. Et finalement, on sait aussi que c'est des personnes qui ont souvent un seuil faible de tolérance à la frustration, sont rapidement frustrés. Donc, quand partenaires ou les enfants se différencient, disent j'ai une autre idée ou j'ai un autre besoin ou j'ai un autre point de vue, on risque de toucher tous ces points chez notre auteur. Notre auteur cherche qu'il y ait une adhésion à son idée. Et c'est dans la parentalité que souvent on va avoir des différences d'opinion. Pour les gens ici qui ont des enfants, est-ce que vous êtes ou vous avez été tout le temps d'accord avec l'autre parent concernant des questions éducatives? À quelle heure l'enfant doit se coucher? Est-ce qu'il faut qu'il finisse l'assiette? Combien d'argent de poche? Combien de temps sur le switch? Ça, c'est le lot quotidien des parents de ne pas être d'accord. Et si on est dans un contexte plutôt latéral ou démocratique, on négocie. Si on est dans un contexte plutôt vertical ou dictatorial, la négociation n'est pas possible. Pourtant, on va voir que c'est plutôt dans la parentalité que les partenaires victimes vont oser dire « je ne suis pas d'accord ». Parce que la PMI m'a dit, parce que le psy m'a dit, parce que l'éduc m'a dit, parce que le pédiatre m'a dit, souvent un amenant un professionnel qui va venir cautionner sa parole. Cette différenciation-là risque de précipiter un passage à l'acte. Donc 75% des passages à l'acte sont autour d'une question éducative, parentale, et pas sur une question conjugale. Ça me semble fondamental pour nous, les professionnels, de ne pas limiter violence dans le couple à la relation conjugale. Elle est très présente surtout présente dans la relation parentale.
On sait que les enfants en situation de violence dans le couple vont présenter plusieurs formes de souffrances psychopathiques. Et on a des taux de troubles post-traumatiques chez ces enfants environ 60% pour le diagnostic complet, en lien avec violence dans le couple. Donc, pour les collègues non psy, les troubles post-traumatiques, c'est les mêmes troubles qu'on aura si on est victime d'inceste, si on était victime de guerre, si on était victime des autres formes de maltraitance. Et troubles anxio-dépressifs à 10 à 17 fois plus que la population générale, ainsi que troubles de comportement et psychosomatiques. C'est clairement des enfants qui ont besoin de soins. Et en plus de ça, étant donné les troubles post-traumatiques, on sait qu'ils ont besoin de soins spécialisés. Et dans les revues de recherche sur l'efficacité des traitements, et donc notamment dans une revue qui s'appelle Cochrane Review, et qui va prendre, c'est une chose médicale qui prend plein de procédés de traitement et regarde qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace. On voit que pour les personnes, adultes, enfants, qui présentent des troubles post-traumatiques, s'ils n'ont pas un suivi spécialisé avec des techniques spécialisées en trauma, que les risques est les suivants. Au mieux, il n'y a pas un changement dans l'état du patient, c'est-à-dire le traitement est neutre, s'il n'est pas spécialisé. Au pire, il y a une aggravation dans l'état du patient. Donc, ça veut dire que si l'enfant n'a pas un suivi spécialisé, il peut aller pire ou il peut avoir aucun changement dans son état clinique. Le souci qu'il y en a aujourd'hui, c'est autour de l'autorité parentale conjointe. Parce que si je détiens l'autorité parentale conjointe, je suis décisionnaire si mon enfant peut avoir des soins spécialisés. Et en étant décisionnaire, je peux mettre mon veto dessus. On va dire que l'autre parent victime veut que l'enfant aille en consultation psychotrauma, parce que ça existe dans notre département. Quel intérêt il y a pour moi de dire oui à cette consultation-là, surtout si mon affaire n'a pas été jugée. Mon avocat va me dire tout de suite, si vous dites oui à cette consultation-là, c'est comme un aveu de culpabilité de votre part. Donc, je mettrai un veto dessus, parce que l'autorité parentale me permet d'être décisionnaire implicitement en disant non ou explicitement en poussant vers quelque chose. Moi, je trouve que dans le cadre d'un parent violent, que ce soit violence dans le couple ou inceste, on a exactement le même souci dans ce domaine-là, qu'on devrait au moins pouvoir une suspension provisoire de l'autorité parentale de façon parcellaire concernant la question des soins. C'est-à-dire que l'autre parent puisse engager des soins spécialisés pour l'enfant et que moi, je n'ai pas la possibilité de mettre un veto dessus, ce qui n'est pas le cas qu'on a aujourd'hui en France. OK. Alors, on sait aussi que violence dans le couple est ce qu'on appelle une expérience d'adversité lors de l'enfance, ou peut-être certains collègues ici connaissent l'acronyme ACE, Adverse Childhood Experience. Les ACE, il y a une dizaine, ils sont identifiés depuis les années 90, et comme des vécus lors de l'enfance, généralement chroniques, qui vont être très associés à des difficultés physiologiques et psychologiques plus tard. Et dans les ACE, et on a une tonne de recherches sur les ACE, on a autant avoir vécu de l'inceste, avoir vécu de la maltraitance physique, des carences, des négligences, toutes les choses qu'on peut imaginer habituellement, et on a violence dans le couple. Donc elle a les mêmes forces qu'être victime d'inceste. On va voir que ces enfants qui ont vécu des ACE ont des modifications physiologiques. Déjà, en tant qu'adultes, ils ont une augmentation des risques de troubles inflammatoires et troubles cardiovasculaires à long terme. Pourquoi? Parce que quand je vis un contexte qui est stressant, traumatisant de façon répétée, il y aura une modification hormonale chez moi avec une production journalière plus élevée de certaines hormones de stress, notamment cortisol. Plus je produis du cortisol, du point de vue journalier, plus je vais endommager ou affecter mon système cardiovasculaire. Donc plus je suis à risque avec le temps, en tant qu'adulte, pour hypertension, pour crise cardiaque, pour AVC. Et pareil au niveau hormonal. Hormonal. On va voir que ces enfants en situation de stress traumatique répété et sont des enfants aussi qui auront une modification d'une protéine qui s'appelle protéine C réactive, que c'est un marqueur d'inflammation. Et que donc, en tant qu'adultes, ils auront plus de tendance à avoir des troubles inflammatoires et immunitaires.
Donc il y a clairement un lien entre un impact physiologique avec l'exposition à violence dans le couple, comme à l'exposition à l'inceste, chez ces enfants à long terme. On sait aussi qu'on est face aux enfants qui risquent d'avoir des troubles post-traumatiques et dissociatifs à long terme et qui sont chroniques. Je vais vous dire une petite chose autour des troubles post-traumatiques. Toute la recherche sur les troubles post-traumatiques nous montre que si le professionnel peut intervenir dans les 12 mois qui suivent un événement unique, on peut faire en sorte qu'il n'y a plus de symptômes et progressivement dans les 6 mois qui suivent. Donc, on va imaginer, j'étais dans le Bataclan, j'ai pas une autre chose, difficulté, compliquée. Je peux voir un psy spécialisé 2 mois après l'attentat au Bataclan. Cette psy pourrait réussir à faire en sorte qu'une année plus tard, je n'ai plus des évitements, des cauchemars traumatiques, etc., etc. Les difficultés sur nos enfants en situation de violence dans le couple, comme dans des autres ACE, c'est qu'on intervient généralement bien au-delà de cette fenêtre de 12 mois après le premier incident. Et quand on intervient après cette fenêtre-là, ça veut dire que le maximum que les cliniciens peuvent faire, c'est travailler pour réduire la fréquence, intensité et durée des symptômes. Mais que l'enfant, maintenant adulte, aura toujours des moments de poussée symptomatique. Toujours des moments de poussée des cauchemars, toujours des moments de poussée des évitements, toujours les moments de poussée des pensées intrusives. Et donc là, la thérapie va venir plutôt sur comment gérer une maladie qui est chronique. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer au moment de poussée. Donc, vous comprenez aussi l'importance de pouvoir intervenir aussi rapidement par des collègues spécialisés et pouvoir intervenir de façon régulière chez ces enfants qui ont vécu des choses chroniques. Et les troubles post-traumatiques et dissociatifs vont impliquer aussi qu'il y a une augmentation des risques des autres formes et des troubles qui souvent sont des tentatives pour gérer les symptômes traumatiques. Troubles addictifs, si je fume un joint, si je bois de l'alcool, si je prends d'une opiacée, ben peut-être comme ça, je ne suis pas inondée par les hormones de stress ou je ne les sens pas autant. Et peut-être ça me permet de dormir et pas faire de cauchemars traumatiques. Et troubles alimentaires et automutilation sont des tentatives pour se faire dissocier. Quand je dissocie, je ne ressens pas le mal-être ou l'angoisse, je plane. Et troubles et risques aussi de suicide sont très élevés chez ces enfants-là, dans le long terme. Donc on ne peut pas dire que les enfants en violence dans le couple, comme les enfants face aux autres ACE, restent indemnes par rapport à ce qu'ils ont vécu. Non, elles ne changent pas. On sait aussi que c'est des enfants qui présenteront des modifications épigénétiques. Ça veut dire que violence dans le couple a tendance à s'amplifier lors de la grossesse. Et parfois, il n'y a aucune forme évidente, objectivable de violence auparavant, mais il y a un schéma de contrôle coercitif. Et ce contrôle coercitif va augmenter lors de la grossesse, surtout en deuxième trimestre, parce que la victime femme va commencer à avoir des besoins différenciés et plus de contact avec le monde extérieur. Ça va angoisser beaucoup notre auteur, avec son côté fusionnel, avec son côté égocentré. Et donc, pour 40% des victimes, les premières violences physiques arrivent en deuxième trimestre de grossesse. Donc, soit on a des nouvelles formes de violence qui arrivent en deuxième trimestre de grossesse, soit on a une amplification des violences qui étaient présentes auparavant, violences verbales, économiques, et psychologiques, etc., etc. Ça va faire en sorte que la mère va sécréter beaucoup des hormones de stress lors de sa grossesse. Et ces hormones de stress, on va voir, vont avoir un impact en troisième trimestre. Et troisième trimestre, c'est un moment que le fœtus va faire beaucoup de développement neurologique. Et dans ce développement neurologique, le fœtus va créer ou construire toutes les zones du cerveau qui sécrètent les panoplies des hormones dont on a besoin. Ce qu'on voit, c'est que ces enfants vont construire une surcapacité à produire les hormones de stress. Donc, c'est comme s'ils vont arriver dans le monde, ils vont naître déjà préparés pour un contexte qui va être stressant et dangereux. Et ça va participer aussi à ces taux de cortisol journaliers qui sont plus élevés que la norme. Okay. Et on constate dans la recherche aussi une répétition des dynamiques de la violence dans leur lien avec autrui.
Des enfants qui vont expérimenter dans la cour de la récré, soit être en position haute, je suis le petit caïd de la récré, et tout le monde a une petite caïd dans la récré, je vais vous obliger de jouer 1, 2, 3 soleil, et parce que si tu ne les fais pas, bah, il y aura des représailles, je vais me moquer de toi, je vais faire en sorte que, je vais dire que tu es nul, je vais faire en sorte que les autres ne veulent pas jouer avec toi, je ne t'inviterai pas non plus à mon anniversaire. Donc, la position haute, c'est j'expérimente comment imposer ma volonté aux autres et des représailles si tu ne fais pas ce que je veux. Les enfants peuvent aussi expérimenter la position basse. Dans la position basse, je n'ose pas dire qu'est-ce que je veux jouer, je m'adapte à ce que l'autre veut faire. Parce que je ne comprends pas les concepts de négociation. Je ne comprends pas des altérités qui n'est pas dangereuse. Donc, les enfants n'ont pas ce schéma-là. Ils ont un schéma dictatorial de prise de décision. Et c'est ça qu'ils vont répéter. Alors, ces enfants, ils peuvent expérimenter les deux postures. Généralement, s'il n'y a pas une intervention autour de sécurité pour eux, si on ne travaille pas avec eux pour comprendre les systèmes démocratiques de prise de décision et la négociation, généralement, vers la préadolescence, ils vont se fixer plus sur un côté que sur un autre. Et comme la ministre disait, un des enjeux, c'est prévenir que ces enfants revivent une dynamique de violence plus tard. Parce que si je suis l'enfant qui s'est fixé sur la position haute, je suis en piste pour être un auteur de violence dans une forme ou l'autre. Peut-être je vais être harcelant au travail, je ne sais pas. Peut-être je vais être auteur de violence dans le couple. Si je suis l'enfant plutôt fixé sur la position basse, je suis plus à risque pour subir des violences. Parce que je n'affirme pas mon altérité. Donc, je ne peux pas filtrer si je suis face à quelqu'un qui peut accepter l'altérité ou pas. OK. On sait aussi, dans les recherches, qu'il y a une co-occurrence des violences dans le couple avec des autres formes de maltraitance infantile par l'auteur. Et dans des méta-études et méta-analyses de la recherche, on voit que entre 40, chiffre plus conservatrice, à 65% des enfants subissent des violences physiques de la part de l'auteur de violences dans le couple. Maltraitance verbale, 80%. Et il y a une agression et un risque d'agression sexuelle plus élevé pour ces enfants, 6,5 fois de plus que dans la population générale. En même temps, c'est logique, parce que notre auteur, sur ce côté fusionnel, égocentré, besoin de maîtrise et de contrôle, inversion de la responsabilité, difficulté à gérer la frustration, c'est exactement les profils qu'on a chez les autres parents maltraitantes. C'est pas ma faute, les gamins étaient insupportables, j'étais obligée de lui donner plein de coups de ceinture. Ça, on a tous les temps comme discours des parents maltraitantes. C'est pas ma faute, c'est le petit qui s'est mis sur mes genoux et commencé à me caresser, donc j'ai juste répondu. Ça, c'est exactement le même type de traits qu'on voit chez des autres parents maltraitantes. Donc, c'est logique qu'on va avoir ces co-occurrences. Chez les victimes de violences dans les couples, on a aussi des taux de maltraitance infantile. Ils sont environ 18% des victimes qui sont maltraitantes avec leurs enfants. Ce qu'on voit dans la recherche, c'est que ce chiffre descend à 8% si la victime est stabilisée et sécurisée. Donc, ça veut dire que vous avez une partie des victimes où ça semble être contextuel, mais vous avez 8% qui sont un noyau dur, qui peuvent être victimes, mais point barre, maltraitant avec leurs enfants. OK. Et comment je vais en temps? Combien de temps? OK, super. Et on sait qu'il y a différentes formes de violence dans le couple. Donc, c'est polyforme et la colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle les violences psychologiques ou contrôle coercitif. Et dans ces violences psychologiques, l'auteur va faire beaucoup de communications paradoxales envers la victime. Je demande tout et son contraire. Alors, on peut tous faire une demande paradoxale envers nos proches, une marqueur des relations violentes ou maltraitantes, dans les domaines que ça soit, c'est quand c'est toujours une personne qui émet des demandes paradoxales vers l'autre. Et parents et maltraitantes qui veulent que l'enfant se lève toute seule et prépare son petit déjeuner parce que j'ai pas envie de me réveiller. Et quand l'enfant les fait, mais laisse un peu de céréales dans la cuisine, je vais lui dire, mais tu es complètement nul, c'est n'importe quoi. Moi, je suis obligée de me lever pour les faire pour toi. J'ai fait une demande paradoxale. J'ai demandé à l'enfant quelque chose qui
Il pourrait faire dans son stade développemental, mais après je lui demande un niveau supplémentaire à son stade développemental qu'il ne peut pas faire. Et donc j'envoie le message qu'il est nul, je vais le disqualifier. Et dans les communications paradoxales en violence dans le couple, ce que l'enfant va constater, c'est que le parent victime est nul, est toujours à côté de la plaque. Je peux aimer cette parent, mais j'entends l'autre parent tout le temps dire qu'elle ne fait pas bien. Parce que la demande paradoxale, vous ne pouvez jamais répondre de façon satisfaisante. Et donc, ça peut faire en sorte que moi, j'ai beaucoup du mal à respecter la posture décisionnaire du parent victime. Quand les parents victimes me disent c'est l'heure de me laver les dents, c'est l'heure de me coucher, pourquoi je dois l'écouter? Il est tout le temps à côté de la plaque, il prend tout le temps les mauvaises décisions. Et un des effets que ça va avoir sur les enfants dans cette forme de violence psychologique, c'est une difficulté à accepter les limites éducatives posées par la victime. Si on ne comprend pas que c'est violence dans le couple, nous-mêmes, on peut faire une chose paradoxale. On pourrait demander à la victime de s'appuyer sur l'auteur pour que les enfants la respectent. Ça, c'est paradoxal. Comment est-ce que la personne peut s'appuyer sur la personne qui la disqualifie devant les enfants pour que les enfants la respectent? On demande une chose qui est impossible à faire. Et sur les violences psychologiques, on va voir aussi que les enfants vont être affectés par une méconnaissance de la négociation. Si vous voulez travailler avec ces enfants sur ce sujet-là, il va falloir que vous fassiez des jeux de négociation. Parce que c'est une culture complètement étrangère pour eux. Vous savez, tous ces jeux sur la communication non violente, ou les jeux, souvent c'est sur l'environnement, on va sauver les animaux de la banquise, donc il faut penser à une stratégie ensemble, mais il faut que vous soyez là pour être sûr qu'il n'y a pas un enfant qui impose la stratégie aux autres. Plutôt qu'on a tous un point de vue, et on essaye des choses différentes et on négocie. Et bon, le plus important, c'est que ces enfants intègrent un modèle vertical de la relation. Les relations fonctionnent comme ça. Ils ne comprennent pas l'idée d'une relation comme ça. Et quand la relation fonctionne comme ça, soit on est en position haute et on impose, soit on est en position basse et on subit, ou on s'adapte à la personne en position haute. Non? OK. Et violence verbale et physique, ça c'est clairement une expérience d'adversité lors de l'enfance. Donc, on a toute l'augmentation des risques des troubles physiologiques lors de la vie adulte, cardiovasculaires, inflammatoires, et on a aussi tous les troubles post-traumatiques chroniques et une banalisation de la violence. Banalisation de la violence, car ça peut être autant les parents victimes que les parents auteurs que les professionnels. Et les parents victimes, rien de grave s'est passé, c'était juste un petit claque, mais rien de grave se passe. Tu vois, je ne vais pas à l'hôpital. La victime peut-être tente de protéger l'enfant, mais en banalisant, et l'enfant n'a pas un filtre pour lui dire c'est des actes qui ne sont pas acceptables, ni personnellement, ni socialement. L'auteur peut banaliser les violences, et en partie parce que l'auteur peut être en déni par rapport à la gravité de ses actes. Écoute, j'ai juste dit que j'allais la jeter par la fenêtre. J'ai rien fait, c'est juste les mots. On ne peut même pas parler maintenant. Pourquoi tu pleures? Il n'y a rien qui s'est passé. Ça, c'est une banalisation. Et les professionnels. Nous, on peut banaliser malgré nous quand on dit « ça ne te concerne pas, c'est des problèmes entre papa et maman ». Quand vous dites ça, vous fermez la possibilité que l'enfant puisse continuer à vous parler. Parce que vous dites, ça ne concerne pas notre entretien, notre interaction. Je pense que ce qu'en réalité on veut dire, c'est n'est pas ta faute que ça arrive. Parce que les enfants, comme ils ont bien piégé, 3/4 des passages à l'acte sont autour d'une question leur concernant. Ils se sentent fautifs et coupables. Je pense que ce qu'on veut dire, c'est pas ta faute que ça arrive, mais je comprends que ça te concerne. Parce que tu vois des scènes qui sont terrifiantes. Et tu es seul avec ça. Ça, c'est très différent de les proposer comme ça et de pouvoir dire, tu sais ce que cet parent fait à l'autre parent, les parents n'ont pas le droit de le faire. Ça s'appelle la violence, c'est contre la loi. Même chose que vous direz dans une cas d'inceste. Si c'était la sœur de la victime, vous direz, ça ne te concerne pas, ça c'est entre ta sœur et ton papa, ou ta sœur et ta maman. Je ne pense pas que vous direz ça. Vous direz, ce qui fait les parents à ta sœur, n'a pas le droit de les faire, ça s'appelle une agression sexuelle, c'est contre la loi. C'est la même chose en violence dans le couple. On est face aux faits qui sont pénalement répréhensibles, donc en tant que représentant de la société, vous devrez noter l'interdit.
et fait aussi des violences administratives, financières, économiques et cybersurveillance dans le couple. Et vous savez, il y a plein de formes de la violence économique. L'auteur travaille, la victime ne travaille pas, les deux travaillent, c'est la victime qui travaille et l'auteur qui ne travaille pas, les deux vivent des prestations sociales. Quoi que soit cette forme-là, au niveau des violences financières, ou quoi que ce soit sur les violences administratives, ce que l'enfant comprend, c'est l'auteur qui finalement est décisionnaire, implicitement ou explicitement, qui aura les derniers mots. Et plus l'enfant a l'impression que l'auteur est la personne qui a les derniers mots, plus l'enfant a l'impression que l'auteur est tout puissante, plus on a un risque d'identification avec l'agresseur. Et c'est la position la plus protégée. Donc le mieux pour moi, c'est de devenir comme l'agresseur. Une autre option, c'est que j'arrive pas, peut-être je suis pas à l'aise sur la position haute. Donc je ne deviens pas comme l'agresseur, je suis plutôt en position basse. Et là, je pourrais devenir le meilleur ami de l'agresseur. Je deviens son allié, une alliance avec l'agresseur. Si l'agresseur me demande de faire quelque chose, je le ferai. Si l'agresseur me demande de dire quelque chose chez les juges d'enfants ou dans l'équipe de protection de l'enfance, je le ferai. Si l'agresseur me demande de faire dire quelque chose pendant une audition avec le juge des affaires familiales, je le ferai. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que l'agresseur gagne toujours et il ne faut pas qu'il me voie comme quelqu'un sur lequel il va exercer la violence. Donc je me protège, comme avec les caïds dans la récré, je me protège du caïd de la récré en devenant son meilleur ami. Ça peut être amplifié. Et évidemment, ça peut créer en sorte que l'enfant se trouve en coalition avec les parents agresseurs contre les parents victimes. J'ai eu des enfants me dire que les parents agresseurs lui avaient dit de dire que la victime s'était étranglée toute seule, ou que la victime a essayé de se mettre les couteaux contre la poitrine toute seule. Et même si on a bien vu aux UMJ que ce n'était pas possible, et l'enfant tient mordicus en après me disant, parce que l'agresseur m'a dit que si je ne le fais pas, ça va être pire pour moi. Donc, c'est le même type de menace qu'on a chez des agresseurs de violences sexuelles contre les enfants. Si tu parles, ça va être pire pour toi. Et tous ces effets-là peuvent être amplifiés par cybersurveillance. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est extrêmement facile de hacker le système de quelqu'un. Et pour les auteurs, c'est plus la peine de suivre la victime dans les buissons. Je peux juste rester chez moi tranquillement sur mon canapé et hacker son téléphone, son Internet, et je vois exactement combien d'argent elle dépense, je vois exactement où est-ce qu'elle va, j'ai accès à tous ses textos, toutes ses photos, tous ses SMS, et ça peut me permettre de jouer en posture de toute puissance lors du droit de visite. Aux enfants. Et je vois que... tu es allé à la mer le week-end dernier. L'enfant, mais comment tu sais? Je suis ton parent, moi je sais tout. Et je vois aussi que tu as mangé des gaufres, et que tu as joué avec un cerf-volant, et que tu étais avec Tati Marie, et tonton Léon, et un autre monsieur. Ça m'intéresse beaucoup, qui est l'autre monsieur. Mais ce que je vais jeter comme idée, c'est je sais tout. Donc pour l'enfant, je renforce l'idée, je suis tout puissante. Une autre sur ça aussi, c'est la maison connectée. Moi, j'ai un aspirateur que je peux mettre en route ici. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des systèmes de chauffage, des volets qui ouvrent et ferment, et de la musique que vous pouvez mettre à distance. On a des situations des auteurs où la maison connectée, ils ont quitté le domicile, mais ils continuent à ouvrir et fermer les volets, et mettre l'aspirateur en marche, et éteindre les chauffages. Et pour les enfants, il n'est même pas là, il est tout puissant. Il contrôle l'environnement. Donc, il faut mieux que je sois son meilleur ami. Et l'autre, c'est les trackers. Vous voyez les trackers pour trouver votre valise. S'il y a des collègues ici qui travaillent en espace rencontre, sachez que s'il y a des sorties d'un parent auteur de violence dans le couple avec ses enfants, et si par mégarde, parce qu'ils vont aller à McDo et pour le déjeuner et rentrer après l'espace rencontre, par mégarde, vous avez une poussette canne et l'auteur n'a pas l'adresse de la victime parce qu'elle est cachée par la justice. La poussette canne, c'est une aubaine parce qu'on sort à McDo, j'ouvre la manette de la poussette canne, je jette les trackers dedans. C'est un truc, cette taille-là, les trackers, c'est une carte SIM. Je ferme la poussette canne. On va à McDo, on retourne au service. Et la poussette canne reste au service parce que la victime va récupérer la poussette canne pour ramener l'enfant au domicile.
Et ben, à minuit, je me branche sur l'appli Tracker. Je vois où se trouve le tracker. Donc, elle est dans la poussette Cannes. Donc, j'ai l'adresse exacte. Donc, poussette Cannes, espace rencontre, violence dans le couple, danger. Tout de suite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, la sceller, ou je ne sais pas quoi. Il reste 8 minutes. 10 minutes 8. Tu dis ou 8 8. Oui, c'est parfait. OK. Est-ce que ces enfants sont face à un conflit de loyauté ou un conflit de protection? C'est deux concepts différents et moi, je vois conflit de loyauté tous les temps dans les rapports, dans les évals, dans les expertises. Conflit de loyauté, ce n'est pas du tout le même phénomène. Conflit de loyauté, c'est l'idée de je dois choisir entre personne A et personne B que j'aime, que j'apprécie être avec, parce que personne A et personne B ne s'aiment plus ou ne s'apprécient pas et m'obligent à choisir entre l'un et l'autre. Donc, je dois choisir une relation. C'est pas confortable, c'est très désagréable. Ça peut exister en violence dans les couples, ça existe beaucoup en conflit dans les couples, mais c'est très différent d'un phénomène qu'on aura en situation de violence, que c'est un conflit de protection. Qui faut-il protéger? Quand vous avez une situation de violence, quoi que ce soit, souvent vous êtes face à des conflits de protection. C'est l'occupation en France, situation violente. Et vous êtes Jean Moulin, vous êtes capturé, vous êtes torturé. Et on vous demande de donner les noms des autres personnes qui sont dans votre cellule de résistance. Ça, c'est un conflit de protection. Est-ce que je me protège contre 2 heures de plus de douleur et je balance leur nom? Ou est-ce que je leur protège et je ne me protège pas moi? C'est clair? Je suis victime d'inceste et je vois que les parents agresseurs s'intéressent à mon petit frère. C'est un conflit de protection. Est-ce que je me mets en avant et je protège le petit frère, mais moi je serai violée de nouveau? Est-ce que je laisse le petit frère aller? Je ne les protège pas, mais moi je me protège. Donc c'est toujours la question qui protéger. En violence dans le couple, comme on est face à la violence, les enfants se trouvent souvent dans des conflits de protection. Les parents auteurs me demandent quels sont les agirs maintenant du parent victime. Où est-ce que les parents victimes travaillent? À quelle heure les parents victimes entrent et sortent? Et quelles sont les plaques des voitures des parents victimes? Ça, c'est un conflit de protection. Si je donne l'information, est-ce que je mets les parents victimes en danger? Si je ne donne pas l'information, même si peut-être je ne fais pas partie des 40 à 60% des enfants qui ont été maltraités physiquement par l'auteur, mais quand même, je vois que j'ai un parent qui est facilement frustré et devient flippant. Donc, est-ce que je me mets moi-même en danger si je ne donne pas l'info? Ce n'est pas un conflit de loyauté, conflit de protection. Un autre concept. Ok, bon, ça c'est un conflit de protection, je l'ai fait rapide. Et la fille de 10 ans voit la scène où le père va commencer à frapper la mère avec une grande bouteille d'eau à la tête. Et elle a un ballon dans les mains et elle s'est dit, il faut que je les désarme. Donc, son première idée, dans une nanoseconde, c'est jeter les ballons contre la bouteille pour les désarmer. Donc, comme ça, je protège maman. Mais elle se rend compte en son nanoseconde que si elle le fait et si elle rate, elle risque de frapper la petite sœur qui a 8 mois dans les bras de papa. Conflit de protection. Qui est-ce que je protège? Sachant que je ne peux pas protéger les deux. Donc, ça, c'est une situation assez anxiogène pour ces enfants. OK. Je vais rapide. Donc, intra-utérine, effet épigénétique pour ces enfants. 0 à 1 an, modification hormonale et neurologique. 2 à 3 ans, on aura des cassures dans les courbes de croissance et des schémas d'attachement plutôt désorganisés ou insécures, préoccupés. Ça va monter après un sentiment de culpabilité. Les violences sont ma faute à moi, avec beaucoup de tentatives de régulation des émotions de l'auteur et des comportements de la victime. Donc, on est face aux enfants qui sont parentifiés. Et je pense que j'arrive à la fin. Ok, ça, vous comprenez, la violence ne s'arrête pas avec la fin de la relation conjugale. Elle continue à s'exercer dans la relation parentale et on sait que les risques de passage à l'acte et où l'auteur essaie de tuer la victime ou tue la victime est surtout présente lors de la passation de l'enfant. En France, 75% de ces situations-là, l'auteur essaie de tuer la victime ou tue la victime, c'est lors de la passation de l'enfant. La présence des enfants n'est pas un frein. À ce moment-là, l'auteur ne voit que la victime. L'enfant témoin de violences conjugales est un sujet de préoccupation relevant de la protection de l'enfance, mais est aussi étroitement lié
à la protection du parent victime. Ainsi, un repérage expérimenté des violences dans le couple permet de mieux comprendre le danger subi par l'enfant et d'envisager sa protection avec le parent victime. Sur ce sujet, indiquons que la MIPROF rappelle dans son guide publié en 2020 les conséquences des violences conjugales sur la parentalité, amenant le parent victime à perdre confiance en lui-même, croire qu'il ou elle ne remplit pas adéquatement son rôle de parent, perdre le respect de certains ou de tous ses enfants, modifier son style parental en réaction à celui de l'agresseur, ou encore être isolé dans son rôle de parent. Quelles sont les dynamiques individuelles, collectives et institutionnelles s'exerçant dans le contexte des violences conjugales ? Et comment intégrer dans les accompagnements proposés les vécus de chacun et chacune et du collectif ? En modifiant notre regard, en réajustant notre accompagnement et posture professionnelle, l'ensemble des référentes a proposé à la suite du parcours d'accompagnement un espace d'échange propice à la révélation des faits. Et ce cadre nouveau a favorisé la réappropriation d'un soi social pour Madame, ainsi que son choix concernant sa place dans la vie de sa fille. Cette situation nous amène donc à réfléchir aux conséquences du morcellement des accompagnements. Madame B est décrite par la psychologue des visites médiatisées comme étant une femme fragile, aux prises avec ses traumas, dans la capacité de déployer des compétences parentales adaptées aux besoins de son fils, alors que nous constatons l'inverse. Elle adopte une posture ajustée et fait état d'un réel investissement de sa parentalité. Le vécu traumatique de Madame semble réactivé lorsqu'elle se rend physiquement sur le lieu des visites médiatisées, en raison de la présence de monsieur, et c'est tout à fait légitime. Cependant, sans ces échanges interprofessionnels, comment aurions-nous pu comprendre qu'elle pouvait être à la fois un parent capable de s'occuper de son fils tout en étant une adulte souffrant de son vécu victimaire ? Cela nous apprend bien qu'un adulte victime peut tout à fait être un parent protecteur. En revanche, cela démontre qu'une relation d'emprise, même lorsqu'il y a rupture et protection de la personne victime, continue d'imprégner les dynamiques individuelles et familiales. Suite à cette prise de conscience du fonctionnement familial et au regard de l'état de cet enfant, diverses mesures de protection sont renouvelées. Suite aux préconisations des professionnels, des accompagnements dans la durée et adaptés à chaque membre de la famille, ces mesures se poursuivent. En rendant des décisions de justice adaptées et en cohérence avec le travail des professionnels sur le terrain, l'accompagnement de cette famille permet à chacun de se réapproprier le récit familial de manière individuelle et en fonction de sa place. Ceci permet également le travail d'intégration, de résilience et de réinsertion sociale des 3 membres de la famille, de les aider à penser leur fonction parentale et ainsi de mettre en œuvre des pratiques parentales ajustées. Pour conclure, la violence oblige à un positionnement éthique, et d'ailleurs Cécile l'a dit ce matin, et rigoureux, à l'intégration des ressources interdisciplinaires et à la mise en lien avec un réseau réel, connu et accessible. Considérer l'enchevêtrement des vulnérabilités psychiques, sociales et culturelles de chacun, chacune, comprendre en quoi le système d'emprise affecte le rôle du parent victime, estimer les prises de parole des victimes dans leur parcours d'accompagnement, penser la mise en exercice des liens parents-enfants, qu'il ou elle soit victime ou auteur, sont autant d'éléments qui concourent à la lutte contre toutes les formes de maltraitance et de violence intrafamiliale. Au regard de nos expériences et de nos expertises, et en cohérence avec ces 3 situations qu'on vient d'évoquer, il nous semble important de rappeler les enjeux essentiels, à savoir prévenir, qu'elles soient individualisées ou bien de proximité à travers d'actions collectives. La prévention doit être une priorité. Former et travailler sa posture professionnelle en participant activement à l'évolution de ses représentations et son cadre d'intervention, je crois que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, pour mieux repérer et prévenir la survictimisation. Protéger en améliorant le repérage expérimenté des violences pour mieux comprendre le danger subi par l'enfant et envisager la protection avec le parent victime. Ceci ayant pour but de replacer l'intérêt de l'enfant au cœur de nos accompagnements. Accompagner au quotidien, c'est-à-dire proposer et élaborer un espace d'accueil, d'écoute et d'accompagnement adapté, sécurisant, facilitant ainsi l'émergence des compétences et les capacités de chaque individu composant la famille. Considérer le savoir des personnes victimes pour pouvoir adapter et faire évoluer nos pratiques et nos politiques publiques. Et enfin, investir des moyens en commun et en adéquation avec les besoins de terrain, tant à destination des victimes que des auteurs et des professionnels. Bien que multiples et interdépendants, les enjeux que soulève la protection des parents victimes et les enfants ne sont pas inatteignables. Il est
possible de s'engager et de soutenir un système dans lequel chacun et chacune puisse prendre sa place, respectant ses devoirs et ses droits, et en garantissant toujours et encore l'intérêt supérieur de l'enfant. Je vais vous partager comment on peut accompagner la parentalité au sein des groupes de responsabilisation pour auteurs de violences conjugales. Et je remercie les oratrices d'avoir d'abord rappelé l'enjeu de la protection des victimes. C'était important pour moi que ce soit fait avant mon intervention, puisque je vais bien me centrer sur l'aide aux parents qui, par ailleurs, est auteur de violences conjugales. Les illustrations que j'utiliserai concernent uniquement des hommes orientés vers Praxis dans le cadre d'une décision de justice pour violence conjugale uniquement, pas pour maltraitance sur enfant. Comme nous le rappelle la littérature, la parentalité comporte plusieurs dimensions, certaines qui s'inscrivent dans la représentation imaginaire et d'autres qui s'inscrivent dans la pratique et la responsabilité quotidienne. Les usagers de Praxis forment des couples et des familles aux configurations diverses. Tous les pères auteurs de violences conjugales ne sont pas séparés de l'autre parent au moment de la prise en charge. Certains ne sont pas parents biologiques, mais vivent avec une conjointe qui est mère. Et au fil du temps, ils deviennent une figure parentale pour cet enfant. Certains des couples dont nous entendons parler sont instables, rythmés par des crises, voire de nombreuses phases de séparation. Et dans ce cas, la persévérance du couple est parfois justifiée par la présence des enfants, on reste pour les enfants, ou par des contraintes matérielles, économiques, administratives. D'autres couples restent unis à travers toute adversité, justifiant leur persévérance comme un état de fait, une appartenance indéfectible. Ainsi, dans un groupe lambda composé de 9 participants, j'ai pu comptabiliser au fur et à mesure des séances près de 14 femmes mères victimes de violences, conjointes ou ex-conjointes, 27 enfants ou beaux enfants victimes également de ces violences. Vous voyez qu'on est loin du ratio un auteur, une victime. Et le dernier cercle représente le fait que les 9 adultes participants ont été eux-mêmes des enfants exposés aux violences intrafamiliales. Notre réalité clinique concernant la responsabilisation des parents est donc une clinique au pied du mur, dans le sens où l'usager arrive avec des obligations, mais également des droits inscrits dans un jugement dont les détails ne nous sont communiqués que par l'usager lui-même s'il le veut bien. Les questions que se posent les intervenants ne concernent pas tant la justesse de ces décisions, de ces jugements, que de comment composer avec ceux-ci. L'une des capacités parentales les plus complexes est sans doute d'aider l'enfant à découvrir son monde émotionnel, à le décoder, à l'exprimer de manière adaptée à la vie sociale. Or, les auteurs de violences eux-mêmes présentent une réelle difficulté à mentaliser leurs émotions et à les exprimer, surtout lorsque celles-ci sont associées à des préjugés, comme les émotions du registre de la peur ou du chagrin. Il est donc essentiel de proposer un accompagnement qui se centre sur l'identification, la régulation et l'expression des émotions des usagers. Plusieurs outils peuvent servir de médias, de support pour faciliter l'accès à ce monde intérieur. Alors évidemment, le groupe est un outil en soi, il permet des jeux de rôle, des sculptures familiales, il permet la coexistence de représentations multiples, l'exploration des stéréotypes de genre, l'exploration des schémas familiaux qui se répètent de génération en génération. Nous constatons dans nos groupes une difficulté d'accepter l'autre comme différent de soi-même. Ainsi, le couple fusionnel, comme le disait Madame Sadlier, est le modèle conjugal valorisé par nombreux participants. La question de la possession, du contrôle est prégnante, en lien avec une grande insécurité affective sous-jacente. La relation parent-enfant n'échappe pas à ce fonctionnement. Le groupe de responsabilisation est un lieu privilégié pour expérimenter la différenciation. Chaque participant se ressemble par la problématique commune, tout en exprimant le besoin d'être reconnu dans son individualité. Émettre une opinion, un ressenti différent des autres membres du groupe, sans jugement et de façon valorisée par le groupe lui-même et les animateurs, permet de vivre cette expérience de différenciation. Déposer une parole singulière en exerçant son libre arbitre permet à beaucoup de s'énoncer pour la première fois et d'exprimer leur subjectivité. Et nous constatons à quel point peu de nos usagers ont eu accès au cours de leur vie à ce type d'interaction sociale.
Depuis quelques années déjà, une multitude de services et de programmes s'adressent directement aux parents, visant explicitement à améliorer le bien-être de l'enfant, de ses parents, cherchant à agir sur les compétences parentales. Certains programmes s'adressent d'ailleurs spécifiquement aux papas. Des services plus spécialisés accompagnent les visites d'enfants à son parent incarcéré. D'autres encore interviennent de manière très précoce en périnatalité ou en pouponnière, lorsque l'attachement mère-enfant est mis en péril par toute une série de vulnérabilités. Actuellement, la parentalité fait l'objet d'une attention croissante des pouvoirs publics, et non seulement pour un public, une population dite vulnérable, mais à l'adresse de toutes les familles. Pourquoi ces programmes ne pourraient-ils pas être une source d'inspiration pour nous qui travaillons avec des parents auteurs de violences conjugales ?